au préalable, avant de commencer mon intervention, dire à la dame qui vient de Belgique et qui a fait autant de trajets pour venir jusqu'ici, que je crois vraiment qu'elle n'était pas du tout, qu'elle n'a pas confondu islamistes et musulmans. Je crois qu'elle parlait des islamistes. Elle a eu elle a eu une maladresse de langage. Et c'est vrai que moi je fais de la politique depuis 20 ans, alors je fais attention à ces choses-là, parce que je sais à quel point voilà, les choses peuvent être mal interprétées parfois, de façon d'ailleurs tout à fait honnête, hein, de la part des gens qui interprètent, mais simplement parce que quand vous êtes accusé de faire la confusion, cela vous met en danger. D'abord c'est très déstabilisant, on se voit renvoyer parfois des accusations qui sont très lourdes à porter, mais aussi parce qu'il y a des gens qui ne font pas forcément le discernement et qu'en fait être accusé de confondre les deux fait de vous une cible potentielle. Donc voilà, lui dire que... Et puis il y a aussi, parfois, on n'a pas les mêmes façons, on ne vient pas des mêmes pays, on n'a pas les mêmes mots, et voilà, je crois qu'elle voulait vraiment parler des islamistes. Voilà. Écoutez, je voulais juste, puisque vous avez écouté Marie-Laure tout à l'heure, commencer par vous parler. Je suis allée assister à son procès et il se trouve que j'ai été très marquée par la plaidoirie de l'avocat de l'islamiste qui était attaqué et qui a fait une plaidoirie en disant « Mais écoutez, si Madame Brossier avait raison dans son combat, vous croyez que l'inspection académique, le rectorat, le préfet, le député, l'éducation nationale, donc il va citer un certain nombre d'institutions qui sont garantes des fondamentaux de notre République, dont la laïcité, dont l'égalité femmes-hommes. Il va dire, vous voyez, si ces gens-là n'ont pas réagi, c'est bien qu'en fait, nous, on est dans le vrai, et qu'elle, elle hystérise le débat, et qu'elle, elle est islamophobe. C'est-à-dire qu'il s'est servi du silence de ceux qui sont censés légitimer et incarner le monde commun pour justifier toutes les dérives qui avaient amené Marie-Laure à se dresser et à dire stop. Je trouve que cette plaidoirie était extrêmement intéressante dans ce qu'elle révèle, de la façon dont finalement le silence et la lâcheté légitiment une parole islamiste et nourrit une emprise sur certains quartiers. Pourquoi? Parce que si vous ne vous affirmez pas, si vous n'affirmez pas concrètement que la République signifie quelque chose sur le terrain, eh bien, finalement, vous n'incarnez plus des valeurs universelles, mais tout le discours sur la domination néocoloniale devient tout à fait entendable, puisque si vous ne défendez pas ce que vous êtes, c'est peut-être que vous avez des raisons de le faire, que vous êtes coupable de quelque chose et que vous ne pouvez pas vous-même incarner et porter ce qui est pourtant votre rôle. Il m'est arrivé la même chose lorsque je suis intervenue sur le salon de la femme musulmane. À l'époque, je sortais de la politique. J'avais décidé de ne pas me représenter. C'était un chant du cygne. Et normalement, les chants du cygne, ils sont au fond d'une forêt et personne ne les entend. Là, ça a été exactement le contraire. Autrement dit, j'ai eu l'impression, après avoir fait 20 ans de politique, que le seul moment où enfin j'étais utile, c'était quand j'en partais. Ce qui est quand même dramatique. Et dans cette histoire-là, le premier problème, c'est que, je vais revenir du coup, je ne vais pas faire tout ce que je voulais faire, mais je vais revenir sur la question. La question, c'était comment agir dans les quartiers. Moi, je vais vous dire, on n'agira pas sur les quartiers si on n'agit pas d'abord auprès de tous les citoyens. Parce que le problème que nous affrontons, il est mondial, cet islamisme, il est mondial. C'est vrai que je cible aussi l'islamisme parce que autant il y a des intégristes dans toutes les religions, c'est vrai, mais dans toutes les religions, ils sont marginalisés. Autrement dit, on en a un peu honte. C'est la partie de la famille qu'on ne voudrait pas voir sous son nez. En revanche, chez les islamistes, ils donnent le ton et aujourd'hui, ils sont aux avant-postes. Et leur emprise est vraiment fondamentalement réelle. Quand je dis si on n'agit pas d'abord auprès de tous les citoyens, pourquoi? Parce que personne n'est armé de naissance pour s'intégrer au monde commun, pour s'intégrer à notre sphère publique. Personne n'est armé de naissance, ou simplement lorsqu'il arrive, pour comprendre ce qu'est la laïcité, ni comprendre ce qu'est la citoyenneté. La citoyenneté, c'est une exigence, un apprentissage et une transmission.
Tu dois être une vision partagée et un projet d'avenir. Si vous pensez que le simple fait d'être français fait que vous avez connaissance des fondamentaux de ce qui fait votre pays et votre spécificité, vous vous trompez. On dit que toute naissance ou toute arrivée dans un pays introduit un élément de nouveauté parfaitement qui n'a jamais été vu avant. Mais pour autant, toute arrivée, elle se fait dans un monde constitué, qui existait avant, qui survivra après. Aujourd'hui, on a un discours islamiste qui est très clair, qui dit « Mais attendez, puisque vous expliquez que la souveraineté est à l'intérieur des hommes, nous, tout comme les autres, on a le droit de rentrer dans ce monde commun et de renverser la table si ça nous amuse. » En fait, ils font comme si il n'y avait rien de constitué et comme si la citoyenneté ou la République, c'était une sorte d'auberge espagnole dans lequel on amène ses plats et puis après, à la limite, celui qui a la meilleure cuisine l'emporte. C'est pas exactement ça. Il y a une histoire, il y a une constitution, il y a des valeurs, et ces valeurs, quand on dit qu'elles sont universelles, c'est pas un projet néocolonial, c'est de dire que quand même, si à raison de notre humanité commune, on ne pense pas que les hommes et les femmes sont égaux, que les différences de couleur de peau, par exemple, de confession, ne sont pas importantes par rapport à ce qui fait la condition humaine, je crois qu'on ne porte pas un projet humaniste. Et la laïcité à la française, il faut qu'on arrête d'avoir honte de ça, c'est une laïcité qui a une vocation universelle. Et dont parfois, certains d'ailleurs se rapprochent et s'y intéressent pour essayer justement de résoudre les immenses problèmes de violence qu'ils ont chez eux. Pour terminer, je vais juste vous raconter une histoire, c'est l'histoire de la goutte de sang. Le problème de la société multiculturaliste qu'on essaie de nous vendre, puisque tuer la laïcité, chez les islamistes, il y a tuer la laïcité, tuer la démocratie. La société multiculturaliste qu'on essaie de nous vendre, c'est une société de séparatisme qui, à la fin, introduit des formes d'apartheid. Et je vous rappelle qu'à un moment donné, aux États-Unis, où il y avait une société d'apartheid, on s'est demandé, on s'est posé très sérieusement une question en disant à partir de combien de sang noir doit-on être considéré comme noir ou blanc? Ça paraît complètement débile quand on y pense. Parce que c'était la question de qu'est-ce qu'on fait des métis? Qu'est-ce qu'on fait de ces incongruités qui osent ne pas être rangées parfaitement dans leur case? Et on a abouti au fait, à l'époque, qu'une seule goutte de sang noir faisait de vous un noir. Qu'est-ce qu'on va faire si on rentre dans ces sociétés multiculturelles dans lesquelles, à la fin, les droits ne sont plus universels, ils ne sont pas liés à l'individu, les droits vont être liés à une appartenance communautaire. Comment on détermine où on met les gens? À partir du moment, le seul moyen de s'en sortir, c'est de faire de la mixité, c'est de faire du métissage un tabou absolu, une horreur. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui dans les discours les plus séparatistes qui sont portés dans notre société. Donc, je fais tout sauter. J'en arrive simplement à vous dire comment aller dans les quartiers si on ne fait pas le travail au niveau de la nation. Et je vous raconte une petite anecdote. Quand la charte de la laïcité a été, on m'a demandé de l'afficher dans les écoles. Dans l'école de mes enfants, ça a été fait. On a affiché le joli poster sur la porte. Quand je suis allée voir la directrice, parce que je la connais très bien, pour discuter avec elle, en lui disant « Qu'est-ce que vous allez faire de spécifique autour ?» Elle m'a regardée, elle m'a dit « Écoutez, Madame Pina, vous êtes bien gentille, mais vous avez bien vu, aucun politique ne s'en empare. Est-ce qu'on a eu pendant un an un discours pour expliquer ce qu'était la laïcité, pour expliquer pourquoi c'était si essentiel à l'école? Est-ce que ça a été relayé partout sur nos territoires? Est-ce qu'aujourd'hui, pour cette rentrée, on a quelqu'un qui vient, un politique qui vient dire « Voilà pourquoi pour nous c'est important ». Elle me dit non, personne ne le fait et on demande à nous qui ne sommes pas en première ligne, qui sommes en deuxième ligne, de faire le travail qui aurait dû être fait au préalable par les politiques. Et nous, montons là derrière après. Ben, ça se comprend très bien ce qu'elle est en train d'expliquer. On a eu la même chose sur les ABC de la laïcité. Et enfin, la dernière chose, c'est que ce serait très compliqué d'intégrer un monde quand certains de ceux qui sont censés le légitimer ou l'incarner lui tirent à balles symboliques dessus. Moi, j'ai été suppléante d'un député. Je me souviens de réunions d'appartement dans lesquelles, à un moment donné, ce député prend la parole et explique, c'était une réunion communautaire, il va expliquer à des jeunes d'origine musulmane, heureusement d'ailleurs que leur mère était là,
Il va leur tenir un discours en disant « Vous êtes des victimes, vous êtes discriminés, personne ne veut de vous, la société est raciste, l'État est raciste », alors que enfin, il était lui-même représentant. Et comment voulez-vous avoir envie de vous intégrer à un monde qu'on vous présente comme ça? J'allais dire, moi non plus, j'aurais pas envie d'y aller dans ces conditions-là. Et moi, j'ai dû prendre la parole pour leur dire, écoutez, c'est pas vrai. Oui, il y a des discriminations, ça existe. Oui, le racisme, ça existe. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous vous enfermez dans la victimisation, vous finirez dans la haine et personne ne viendra vous chercher et ça arrangera bien tout le monde. Si c'est plus dur pour vous, alors battez-vous 2 fois plus fort pour y arriver. Et le fait de vous être battu 2 fois plus fort fera de vous des gens qu'on ne déstabilisera pas facilement. Il y a des aides, et je leur ai énuméré un petit peu tous les avantages que pouvait leur offrir la société française en disant « emparez-vous de ça, c'est à vous, c'est à votre portée ». Et tout un discours pour leur dire on peut très bien se passer de 15% d'une population qu'on laisse tenir le bas des immeubles, personne ne viendra vous chercher, donc n'écoutez pas monsieur le député, au contraire, emparez-vous de ce qui est positif, emparez-vous du fait que cette société, vous pouvez vous permettre d'y trouver votre place, elle ne vous condamne pas d'emblée pour votre naissance, pour votre couleur de peau, pour votre appartenance, vous pouvez dépasser ça, peut-être en vous battant, mais on peut y arriver. Et les maires sont venus me voir après en me disant merci. Parce qu'avec le discours que tient monsieur le député, qui est un discours de la renonciation et de l'excuse, on a du mal à faire lever nos gamins le matin, alors qu'on sait que s'ils n'arrivent pas à se lever le matin, pour le coup c'est foutu, même si, c'est vrai, ça va peut-être être plus difficile pour eux. Voilà, et quand je vous dis, oui on peut agir, tout simplement parce que il y a une action à mener au niveau national, on a besoin de repères pour tous. Aujourd'hui, tout le monde est paumé. Regardez l'histoire des crèches, par exemple. On voit qu'à un moment donné, les gens ont besoin de repères simples. Et au lieu de dire, écoutez, on va lutter contre tous les signes qui n'ont rien à faire dans la sphère publique, en tout cas dans les établissements publics, voilà qu'on se met à dire, attendez, parce que si un signe religieux et culturel, peut-être que en fait ça se discute. Le seul problème, c'est que tout le travail des islamistes, c'est d'expliquer que tout ce qui est cultuel est culturel. Donc à partir du moment où vous dites quand un signe culturel devient un signe culturel, je vous garantis qu'on n'a pas sorti le cul des ronces, parce que tout va nous être présenté sous l'angle culturel. Il faut réarmer le discours républicain pour lui donner sens. On peut être très clair et commencer déjà par la base en disant aujourd'hui pour nous la légitimité du pouvoir elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'accord des hommes entre eux. Il n'y a pas de surplomb paternel, il n'y a pas de surplomb théologique. Et ça, c'est ce que les Lumières nous ont apporté. Et pourquoi c'est important? Tout simplement parce que l'homme redevient créateur. J'ai eu l'occasion de discuter avec Abdenour Bidar, qui lui est un croyant, mais un croyant laïque, et qui parle par exemple en disant mais l'homme ne doit pas être soumis à Dieu, le prolongement, quand l'homme est le prolongement de Dieu, c'est quand l'homme est créateur. Et quand on discutait, je lui disais, bah, c'est ma vision de la laïcité. La laïcité, elle vous oblige à vous extraire au-delà de vos identités secondaires, votre sexe, votre appartenance religieuse, votre couleur de peau, etc., pour vos origines, pour vous amener à un moment donné à la citoyenneté. Ça, c'est créatif et c'est créateur. Et expliquer aux gamins, oui, vous allez devenir créateur. Et oui, cette création est effrayante. Oui, la liberté, ça fait peur. Oui, la liberté, c'est dur parce que la liberté, c'est la responsabilité. Et on essaie tous de s'en débarrasser. L'histoire de la servitude volontaire de la Boétie, c'est ça. C'est comment on évite le fardeau de la liberté. La liberté est un fardeau, mais c'est la seule chose qui forge des hommes. Si on leur donne déjà ce programme-là, ils auront envie de se battre. Qu'on arrête après de dire la radicalisation, c'est l'idéal. Non, c'est la volonté de puissance. Quand des gamins vont rejoindre Daesh, ils savent ce qui se passe, ils sont renseignés, ils ont vu des images horribles. La volonté de puissance, c'est une excitation. Et enfin, si quand un homme refuse de serrer la main à une femme, il encourt un licenciement pour faute grave, il y en aurait un petit peu moins qui s'amuseraient à le faire, et ainsi de suite. On a les moyens d'agir. Aujourd'hui, on n'a pas un problème de législation, on a un problème moral, on a un problème de lâcheté. Et on a un besoin de réveil. Et ce réveil, il partira de nous. Parce qu'on le voit bien, notre nombre et notre force, la souveraineté, elle est dans le peuple, la souveraineté, c'est nous ici. Si on s'organise, si on fait, et Laurence Marchand-Taillade a raconté comment elle agissait, qu'est-ce qu'elle fait?
Elle regroupe des gens pour agir sur un phénomène précis, et le nombre finit par faire lâcher certains politiques qui se rendent compte que finalement, il vaut peut-être mieux être républicain que servir la soupe à des islamistes, parce que sinon on peut quand même perdre aussi son territoire. Faisons en sorte, et après peut-être que la morale viendra, mais faisons en sorte déjà qu'il soit coûteux politiquement de n'être ni laïque ni républicain, et nous en avons les moyens. Je vous remercie.